journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le ciel s'éclaircit pour Congo Airways. La compagnie nationale d'aviation annonce la reprise de ses vols partout en République démocratique du Congo, 3 mois après la suspension de ses activités pour des raisons d'ordre financier et logistique. Les détails à suivre dès le début de cette édition du journal. Et puis c'est finalement le bout du tunnel pour 1240 anciens apprenants de l'École nationale des finances, promotion 2010-2021. Ils sont désormais admis sous statut après la signature d'un arrêté par le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Reportage à suivre dans ce journal. Enfin, la Commission électorale nationale indépendante a bouclé sa série des cadres de concertation avec les parties prenantes au processus électoral. Dans la salle du spectacle du Palais du Peuple, ce sont les organisations de la société civile qui ont, à leur tour, reçu un maximum d'informations sur le déroulement du processus de la part de la CENI. C'est tout pour les sommaires de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous dans cette énième livraison d'informations sur votre télévision. Après 2 mois de suspension, la compagnie aérienne nationale Congo Airways a annoncé le mercredi 15 novembre à Kinshasa la reprise de ses activités partout à travers la République démocratique du Congo. Dans son communiqué rendu public le mercredi, Congo Airways promet de donner les détails des programmes de ses vols très prochainement. Betty Tanfoumou. Selon cette société, cette reprise des activités a pour mission d'assurer le déplacement de la population à travers le pays en toute sécurité et sérénité. Par ailleurs, la Direction générale de Congo Airways remercie le gouvernement de la République, députés et sénateurs, les actionnaires ainsi que son personnel qui a consenti des efforts pour cette relance. Congo Airways qui a promis de communiquer à la clientèle par ses différents services le détail de programme de vol a rappelé que cette reprise a été rendue possible sous l'impulsion et grâce à la sollicitude du président Félix Tshisekedi, chef de l'État. Pour mémoire, c'est vers mi-septembre dernier que la Direction générale de Congo Airways avait annoncé l'arrêt de ses services et que cela était dû, d'après son directeur général José Dubié, par manque d'anticipation dont a fait preuve l'ancienne équipe qui n'avait pas su en son temps anticiper le travaux de maintenance technique nécessaires pour éviter l'indisponibilité simultanée des appareils et qu'il fallait 6 mois et 33 millions de dollars pour sauver cette entreprise. Et cette reprise annoncée des activités de la compagnie aérienne Congo Airways est une bonne nouvelle non seulement pour la population, mais surtout pour les opérateurs économiques détenteurs des agences de voyage qui voient en cette annonce le retour de plus de dynamisme dans le secteur. C'est un reportage de Divine Mwenze et Ruben Manata. Une annonce qui a réjoui plus d'un des passagers aux entrepreneurs ayant investi dans le secteur des agences de voyage et pour qui cette nouvelle traduit les efforts du gouvernement congolais à décompter la situation qui était devenue lassante et encombrante. Nous voulons que la compagnie aérienne congolaise ouvre le champ de vol comme le voyage pour l'Europe, le voyage pour Dubaï, le voyage pour l'Afrique. C'est ce que nous voulons comme amélioration. Reprendre les vols, oui, c'est bien bon, parce qu'ils s'étaient interrompus, c'est bien bon, mais nous voulons d'abord que la compagnie aérienne congolaise puisse avoir aussi des vols internationaux. Payer un billet pour aller aux États-Unis, la compagnie aérienne congolaise peut le faire. C'est pas impossible, c'est quelque chose de volonté. Signalons que la Direction générale de Congo Airways est à l'attente d'un avion à louer en provenance de la Lituanie.
1240 anciens apprenants des promotions 2010 à 2021 de l'École nationale des finances sont remis dans leurs droits. Un arrêté les admettant sous statut a été signé le mercredi 15 novembre 2023 par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment de quelques membres du gouvernement, parmi lesquels la vice-ministre des Finances, Onej Nsele, mais également des secrétaires généraux aux finances, au budget et à la fonction publique. 10 ans après avoir obtenu leur formation à l'École nationale des finances, ces Congolais peuvent désormais s'estimer heureux. Pendant toutes ces années, ils n'ont jamais été admis comme agents dans les régies financières, voire dans d'autres administrations financières du pays. C'est au total 1240 anciens élèves à avoir été répertoriés dans le palmarès de l'ENEF de 2010 à 2021. Un effectif enregistré à la suite d'une scrupuleuse vérification par la commission mise en place par les ministres Jean-Pierre Liaou de la fonction publique et Nicolas Kazadi des finances. Selon le patron de l'administration publique en RDC, l'École nationale des finances doit rester dans sa mission régalienne d'assurer la formation conduite des agents publics de l'État. Cela sous-entend qu'avant d'être admis à l'École nationale des finances, il faut d'abord être agent de l'État. Avec la clôture de ces contentieux, nous ouvrons une nouvelle page pour l'ENEF. Il faut souligner que ceci rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État, celle de remettre tous les Congolais dans leurs droits et obligations. Dans un autre chapitre, durant son périple de contrôle dans les sociétés principales de la province du Haut-Katanga, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP, Miguel Katembe Kachal, a formellement demandé aux responsables de Kiko et Rwashi Mining de prendre en considération les lettres de recommandation des sous-traitants congolais et les intégrer dans leurs systèmes respectifs pour soumissionner au moment opportun. Jonathan Bakele. Il est 9h dans les territoires de Kipushi, province du Haut-Katanga. La journée du DG de l'ARSP, Miguel Kachal, commence à Kiko Mining. Dans sa suite, une grande délégation d'entrepreneurs unis comme un seul homme pour une cause noble, obtenir les bénéfices de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Pendant 2 heures environ, le DG de l'ARSP a eu une séance de travail avec les responsables de la dite société. En substance, l'appel au respect des prescrits de la loi, qui aura pour conséquence logique la diminution de la pauvreté, ce qui est plutôt rationnel pour un pays qui regorge d'énormes richesses minières, un changement de narratif tant souhaité par le chef de l'État. Je félicite le DG Miguel qui est en train d'exécuter de main de maître la vision du chef de l'État pour la création d'une classe moyenne. Il a motivé à toucher plusieurs points. Nous autres entrepreneurs, on se disait qui va venir nous aider dans la sous-traitance des capacités, dans la sous-traitance des compétences et dans la sous-traitance des marchés. Et qui était confié, attribué toujours aux expatriés. Mais nous pensons qu'avec sa présence qui nous encourage, et il vient à la source pour détecter et évaluer les problèmes. Nous pensons que maintenant c'est le temps que notre pays va décoller avec des vrais entrepreneurs. Cap sur Rwashi Mining, ici aussi comme partout il est passé, le message est le même. Cependant, le DG Miguel Kachal Katembe a exigé qu'il y ait des échanges, des contacts entre les responsables des dites sociétés, séances tenantes, afin de briser les mythes qui existaient auparavant. Pour les sous-traitants, c'est une grande première. À noter que cette campagne de contrôle s'exécute avec professionnalisme et rigueur par les OPJ de l'ARSP qui sont bien outillés quant à ceux, étant donné que le résultat de ces enquêtes sont très attendus. Les revenus des forêts en République démocratique du Congo peuvent générer jusqu'à 398 milliards de dollars américains par an grâce au crédit carbone. C'est ce qui ressort en tout cas d'un communiqué rendu public par la Banque mondiale ce mercredi 15 novembre. Cette institution de Bretton Woods a également averti la RDC sur les risques des changements qui peuvent négativement impacter ses réserves écosystémiques. Selon ce nouveau rapport national sur le climat et le développement pour la RDC, publié par la Banque mondiale, les forêts du pays peuvent générer une valeur jusqu'à 398 milliards de dollars américains par an grâce
au carbone stocké ou aux services écosystèmes associés. C'est là en vue d'atténuer les impacts des catastrophes et renforcer la résilience des communautés de la République démocratique du Congo. L'institution de Bretton Woods recommande à la République démocratique du Congo de se doter d'institutions plus solides et plus résilientes face aux conflits et à la fragilité accrue de la biosphère. En outre, elle a appelé à investir substantiellement dans ses ressources afin d'atteindre ses ambitieux objectifs climatiques. Selon ces rapports de la Banque mondiale, le changement climatique pourrait réduire, en ayant le gain durement acquis par la République démocratique du Congo en matière de capital humain, avec un impact disproportionné sur les pauvres et en particulier les femmes et les populations exclues. C'est en ce sens que tombe à point nommé l'avertissement de la Banque mondiale. Si la RDC reste sur la trajectoire des croissances actuelles et qu'aucune mesure n'est prise, le changement climatique pourrait entraîner une perte de 4,7% à 12,9% du produit intérieur brut d'ici 2050. La République démocratique du Congo reste un pays solution en matière de climat dans le monde. Sa couverture forestière a un impact important sur les services écosystèmes mondiaux et nationaux. Faciliter l'accessibilité et la représentation des personnes vivant avec handicap, c'est l'une des grandes avancées enregistrées au cours des 5 dernières années par l'État congolais dans la protection et la promotion des personnes vivant avec handicap en RDC. C'est une révélation, en tout cas, de la ministre des PVH, Irène Esambo, lors du briefing du gouvernement le mercredi 15 novembre. Regardez. Au cours de cet exercice de redevabilité, la ministre des Personnes vivant avec handicap, Irène Esambo, a d'abord rappelé les efforts entrepris par le gouvernement dans la promotion des droits des PVH qui jadis n'avaient aucun espoir. Un espoir ravivé aujourd'hui grâce à la création d'un portefeuille ministériel dédié aux personnes vivant avec handicap. C'est un secteur qui a pratiquement été oublié de la gouvernance du pays depuis que la République démocratique du Congo existe comme État. Mais avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il est arrivé, il a voulu que cette question devienne une question de débat au niveau du gouvernement. Et pour bien faire les choses, il a commencé par créer un portefeuille ministériel au sein du gouvernement central. Et en même temps, vous savez, le président voudrait qu'il y ait la participation de tout le monde. Au-delà de cet exploit inédit, qui rentre dans les réalisations de la gouvernance de Félix Tshisekedi, elle a ensuite évoqué la loi organique qui régit les fonctionnements du ministère. Une loi qui rend fluide, entre autres, l'accessibilité et la représentation des personnes vivant avec handicap. Grâce à la vision du président de la République toujours, nous avons commencé par la loi organique parce que je me suis dit il faut une orientation. Et l'orientation, c'était par la loi. Et j'ai dû travailler avec le Parlement. Et aujourd'hui, vous allez voir que dans cette loi organique, il y a tout ce qui concerne la bonne orientation de la prise en charge de la question du handicap par l'État. La loi a orienté sur la participation de personnes avec handicap comme citoyennes de ces pays. Vous allez voir que la loi aussi a donné des orientations sur ce qu'il faut faire pour la promotion des personnes avec handicap ainsi que pour leur protection. Irène Esambo a enfin signalé que le gouvernement est déterminé à prendre directement en charge les personnes vivant avec handicap et est ouvert aux différents partenaires pour que l'égalité entre RD congolais soit une réalité sur tout le plan. Au cours de ce même exercice, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec un handicap, Irène Esambo, a fait savoir que le gouvernement de la République démocratique du Congo travaille sur la mise en place d'un fonds de soutien des personnes des initiatives économiques des personnes vivant avec handicap dans le but de valoriser la créativité et le savoir-faire de cette catégorie sociale. On l'écoute. La loi, nous avons répertorié toutes les catégories des enfants qui sont liés à la question du handicap. Il y a les enfants de parents qui sont affectés par le handicap de leurs parents, mais il y a aussi les enfants handicapés eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que nous avons prévu? D'abord, vous m'avez demandé qu'est-ce qui est prévu, c'est un danger. Effectivement, c'est un danger. Pour le moment, nous, on n'a pas de structure où mettre ces enfants. Nous avons travaillé pour sensibiliser d'abord leurs parents. Mais vous comprenez que ces enfants sont dans la rue parce qu'affectés par le handicap de leurs parents.
D'où pour trouver la réponse, il faut commencer par résoudre le problème de handicap de leurs parents. Et c'est pour cela que nous nous sommes démenés pour mettre en place le fonds dont je parlais tout à l'heure. Parce que si le fonds existe, ces parents ont un moyen de survie, le parent va laisser son enfant. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Sur la rue, c'est pour mendier. C'est pour chercher les moyens de survie. Et il faut que vraiment on y travaille et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous avons fait un effort pour que, avant que la législature prochaine commence, que les fonds commencent déjà à exister. Et nous sommes en train de travailler avec des partenaires parce que ces fonds doivent être alimentés par des ressources financières. Et nous avons des partenaires qui sont identifiés parce que les fonds doivent donner maintenant des moyens pour le projet de ces parents. Comme ça, lorsque nous allons accompagner les projets de ces parents, ils vont quitter la rue. Et aujourd'hui, j'étais avec un partenaire que j'étais les noms parce qu'on est encore au niveau des tractations. On est descendu au niveau des CENAFI, c'est le centre pour personnes avec handicap, par rapport à l'apprentissage de métier. Ouvrons à présent le chapitre lié au processus électoral en RDC. Nous avons levé une bonne option avec la CENI qui s'engage à demeurer transparente. C'est en ces termes que s'est exprimé ce jeudi 16 octobre 2023 Monseigneur Donatien Cholet, représentant de la mission d'observation électorale menée conjointement entre la CENCO et l'ECC. C'était à l'issue des échanges qu'ils ont eus avec le président de la CENI, Denis Kadima. La publication de la liste provisoire des électeurs et de la cartographie des bureaux de vote ont constitué le point d'orgue de ces échanges. À l'occasion, le président de la Commission électorale nationale indépendante leur a remis un exemplaire de l'Atlas électoral. Pour les hôtes de Denis Kadima, la Commission électorale nationale indépendante a manifesté la volonté et la transparence à travers la publication de cette liste. La CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté et la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. À noter que l'ecclésiastique a fait la promesse de continuer à travailler avec la CENI dans ce cadre jusqu'à l'affichage de toutes les listes. Et après les candidats présidents de la République, les partis politiques et candidats indépendants, la Commission électorale nationale indépendante a bouclé le mercredi sa série des cadres des concertations. Cette fois, c'était avec les représentants des organisations de la société civile, un exercice qui rentre dans les cadres de fournir un maximum d'informations aux différentes parties prenantes à 6 semaines des scrutins électoraux en RDC. Réunis autour du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, plusieurs représentants de la société civile ont pris part à ce cadre qui s'est déroulé dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Un moment d'échange auquel ont participé notamment les membres du bureau et de la plénière de la CENI. Cette occasion a une fois de plus permis au numéro 1 de la centrale électorale de faire l'état des lieux du processus électoral en fournissant un maximum d'informations à 6 semaines des scrutins. Réaffirmant la détermination de l'équipe qu'il conduit à s'acquitter de l'engagement pris d'organiser le mercredi 20 décembre 2023 les élections générales auxquelles s'attend la nation congolaise tout entière. Ça signifie quoi? Ça signifie que le pays, qu'on le veuille ou pas, le pays progresse. Pendant qu'il y a des pays qui se battent encore pour avoir des élections. Mais ici, tout candidat, toute personne qui est en ordre est candidate. Nous devons apprendre à apprécier cela. Donc il y a une évolution. Donc la CENI fait sa part en termes d'inclusion. Nous voulons une inclusion totale. Le président de la CENI a conclu son intervention en suggérant à tous d'apprécier les progrès réalisés dans l'évolution des cycles électoraux, mettant en avant les remords pour les territoires des Massissi, Rutshuru et Maïndombe, pas pris en compte dans le processus. Nous sommes vraiment malheureux par rapport au cas des 3 territoires qui ne peuvent pas participer à ces élections. Nous y allons la mort dans l'âme. Nous espérons vraiment qu'à terme, on trouvera
une solution. Une démonstration du fonctionnement du dispositif électronique de vote a été faite avec une simulation d'une opération de vote accompagnée des plus amples explications. Le collectif des candidats magistrats a proposé à la nomination en 2024 été reçu le mercredi 15 novembre dans la salle d'audience de la Cour constitutionnelle par le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Au cours de cette entrevue, ces candidats ont exprimé certaines inquiétudes dans la constitution notamment de leur dossier. Pendant près d'une heure, ce futur magistrats ont échangé avec leur président sur certaines inquiétudes dans la constitution de leur dossier, à l'exemple du diplôme d'État et du certificat de nationalité. C'est dans l'esprit du communiqué relatif à l'identification physique des candidats magistrats retenu pour l'année 2024, rendu public le 7 novembre dernier. J'ai entendu dans ce que vous avez appelé inquiétude des points qui ne devraient même pas poser de problème pour vous, parce que nous sommes déjà passés par le contrôle. Vous avez vu ce qui a été fait. Vous devriez déjà, vous préparer en conséquence. Ceux de 2023 pouvaient avoir ces difficultés-là parce que ce sont eux qui ont commencé. Vous avez vu comment nous avons traité ces dossiers-là. Est-ce que ça peut encore être un problème pour vous? Dans la suite de son allocution, Dieudonné Kamuleta a rappelé aux futurs magistrats le fait que le pays attend beaucoup d'eux. La nation attend beaucoup de ce recrutement et la magistrature n'est plus cette magistrature qui était décriée. Nous sommes en train d'asseoir les nouvelles bases et nous voulons que, en vous recevant, vous puissiez contribuer à ce que l'image soit beaucoup plus renforcée positivement. Les bénéficiaires se sont dit très satisfaits de cette rencontre car leur lanterne a été éclairée. Nous sommes déjà heureux et honorés d'être reçus ce jour par le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est vrai, il y avait des inquiétudes dans nos têtes. Je vous rassurer que nous sortons de cette salle satisfaits de toutes nos préoccupations. Nous le remercions très sincèrement. C'est dans la convivialité que cette entrevue a pris fin. Le rendez-vous est donc fixé à l'année prochaine. C'est pour voir s'ils mettront en œuvre toutes les orientations leur données. Finalement, un accord est trouvé entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale sur le projet d'appui à la connectivité et au transport PACT en sigle. Ce projet, dont le coût global est de 500 millions de dollars américains exécutables en 5 ans, vise à fournir une connectivité résiliente dans les provinces de la région du Kasaï et celle de l'Est de la RDC. C'est au cabinet de travail du ministre d'État aux infrastructures et travaux publics qu'est intervenue la signature de cette charte du projet d'appui à la connectivité et au transport. Les deux parties prenantes, à savoir le gouvernement représenté par son ministre des ITP et la Banque mondiale, se sont convenus de porter ce projet jusqu'à son exécution. Un projet multisectoriel qui permettra fondamentalement à fluidifier la connectivité dans les provinces de l'espace Grand Kasaï, mais également celle de l'Est de la République. À travers le pacte, l'exécutif congolais veut accroître la transparence et la gouvernance du secteur des transports et des télécommunications sur toute l'étendue nationale. Lors de cette messe infrastructurelle, il était également question des patients revus, la mission des supervisions et de l'atelier de lancement des activités de ce projet. L'occasion pour les directeurs pays de la Banque mondiale en RDC de rassurer sur la mise en œuvre du pacte. Pour rappel, le coût de ce projet d'appui à la connectivité et au transport est évalué à 500 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans. Ce premier geste entre la Banque mondiale et la RDC balise le chemin pour d'autres cérémonies, à l'instar de celle de la première pierre qui interviendra incessamment. La revue de presse des Fulgence Bilaï, c'est tout de suite. Bienvenue à tous dans cette revue de presse série Cofine Télévision. Commençons avec les quotidiens Groupe L'Avenir qui, dans sa 3e page écrit, GUPEC a réalisé 4 milliards de francs congolais
sur une période de 6 mois contre 52 millions de francs congolais par an autrefois. Dans son dernier discours sur l'état de la nation, le président de la République a expliqué que dans l'optique non seulement de développer nos villes, mais aussi d'assainir les climats des affaires dans notre pays, une réforme a été réalisée, seule, de la mise en place d'un établissement public dénommé Guichet unique de délivrance de permis de construire en République démocratique du Congo, GUPEC en sigle. Ce cadre de régulation très efficient permettra de mettre un terme au conflit des compétences entre les différents services intervenant en la matière, de canaliser les ressources pour en assurer la traçabilité et de rassurer les partenaires immobiliers, et d'affirmer qu'il permettrait également de regrouper dans une même plateforme l'essentiel des services moteurs qui interviennent dans les milieux urbains, de fédérer les projets cohérents, harmonieux et synchronisés pour un développement urbain au standard requis. À ce jour, a poursuivi Félix Tshisekedi, ces services d'assiette participent déjà à la lutte contre l'écoulage des recettes et à l'augmentation de celles-ci, jadis de 52 millions de francs congolais par an à plus de 4 milliards de francs congolais sur une période de 6 mois. Dans le cadre de la politique de promotion de l'habitat, 2 établissements publics à savoir le Fonds national de l'habitat FONAB, né des centres du crédit foncier ou fonds d'avance de l'agence congolaise de promotion immobilière ACOPRIM, jadis appelé Office national des logements, sont opérationnels. Après plus de 2 décennies d'absence, dans Shelter Afrique, la République démocratique du Congo vient de marquer son retour dans les girons de cette institution panafricaine et donc dans les concerts des nations. Cette revue se termine avec la prospérité, qui dans sa page numéro 3 écrit « RDC, le Sénat vote la loi sur l'aménagement du territoire ». La République démocratique du Congo marque une avancée significative dans les domaines de l'aménagement du territoire avec les votes unanimes du Sénat en faveur de la loi. Cette législation, déjà approuvée à l'Assemblée nationale, contribuera à la révolution d'un secteur essentiel pour le développement du pays. La loi sur l'aménagement du territoire représente une étape majeure pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, comblant un vide juridique existant depuis 1957. Elle offre un cadre réglementaire moderne et adapté aux défis contemporains, propulsant la RDC vers un avenir plus prometteur. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Bien avant de nous quitter, ce communiqué de la Direction générale des recettes de Kinshasa, la DGRK en sigle, qui informe les contribuables assujettis à la patente exercice 2023 et à la fiche des recensements triennales des activités économiques et commerciales du début de la campagne de recouvrement qui se déroulera de la manière suivante. Période de paiement volontaire du 20 novembre au 10 décembre 2023, période de recouvrement forcé du 11 au 31 décembre 2023. À cet effet, elle vous invite à vous acquitter de vos obligations fiscales dans le délai. Le paiement s'effectue uniquement auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa, dans les comptes receveurs non fiscales. Notez bien, la fiche des recensements des activités économiques et commerciales a une validité de 3 ans, faite à Kinshasa le 16 novembre 2023. Moussaka Mayelenkai Miché, directeur général. Et voici tout de suite le rappel des titres de cette édition du journal. Le ciel s'éclaircit pour Congo Airways. La compagnie nationale d'aviation annonce la reprise de ses vols partout en République démocratique du Congo 3 mois après la suspension de ses activités. Une suspension due à des raisons d'ordre financier et logistique. Et puis c'est finalement le bout du tunnel pour 1240 anciens apprenants de l'École nationale des finances, promotion 2010-2021. Ils sont désormais admis sous statut après la signature d'un arrêté par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Enfin, la Commission électorale nationale indépendante a bouclé la série des cadres des concertations avec les parties prenantes au processus électoral. Dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, ce sont les organisations de la société civile qui ont à leur tour reçu un maximum d'informations de la part de la CENI.
Ce journal est complètement terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.